Coucou les addicts, c'est Aurélie, Outlander Addict. Très contente de retrouver les plus fidèles d'entre vous qui suivent chaque semaine les décryptages de cette saison 6. Vous êtes de plus en plus nombreux. J'en profite également pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici sur cette vidéo ? Eh bien, j'analyse pour vous l'épisode de la semaine. Donc aujourd'hui, c'est l'épisode 6 de la saison 6 d'Outlander. Si tu n'étais plus là. Eh bien, ça se découpe en plusieurs petits chapitres. Je vous donne d'abord mes impressions générales, ensuite mes scènes top, flop, et puis j'analyse quelques thèmes, souvent c'est 4 ou 5, et enfin je conclus. Et on se retrouve ensuite à l'issue du décryptage en live pour poursuivre tout ça avec des analyses qui vous sont proposées par d'autres addicts, dont je diffuse soit les audios ou je lis les textes. Donc ça, c'est juste après. Je vous rappelle que nous avons le chat en direct qui est ouvert, donc c'est assez simple. Il faut être connecté avec un compte Google pour pouvoir discuter et être abonné également à la chaîne. Ça, c'est pas très compliqué. Je vous incite à le faire. Et ce que je voulais également vous montrer aujourd'hui, c'est sur mon site internet, parce que c'est hyper important en fait. Lorsque vous cherchez une information sur un épisode, vous pouvez trouver l'intégralité de ce que vous cherchez directement sur le site internet, donc www.outlander-addict.com. Donc là, on est dessus, regardez. Et donc, on va dans la rubrique La série télé. Si on cherche quelque chose qui concerne la saison 6, analyse d'épisodes. Analyse d'épisodes, ça ne veut pas dire qu'on retrouve que mes analyses. En fait, c'est le point d'entrée pour tout ce qu'on peut trouver sur l'épisode. Là, j'ai choisi l'épisode 5, Liberté chérie. Ouais, on est sur cette page-là. Donc, vous retrouvez des infos comme réalisateur, scénariste, le lien vers mon décryptage, et ensuite, les analyses intégrales des addicts que vous retrouvez sur le live juste après. Et puis, le lien vers les vidéos qui sont en rapport avec l'épisode. Donc là, vous voyez, on avait Amy, Bonnie Prince Charlie. Le lien vers le scénario, alors il est en anglais. Mais voilà, certains peuvent peut-être avoir de l'intérêt à aller voir. Ensuite, les scènes coupées. Donc là, c'est le lien vers l'article des scènes coupées, mais vous atterrissez directement sur les scènes coupées de l'épisode en question. Et puis ensuite, des choses qui concernent plutôt les coulisses, avec des infos officielles de la production, de Stars, que j'ai traduit en français, ou des publications sur les réseaux sociaux des acteurs. Tout ce que je peux trouver, en fait, et que je trouve intéressant, j'essaye de tout remettre sur cette page pour qu'on trouve tout ce qu'on peut chercher. Et puis, vous avez ici un diaporama avec toutes les photos d'épisodes que vous pouvez faire défiler. C'est des photos officielles, donc c'est des photos de bonne qualité. Vous voyez ? Hop, voilà. Et puis, enfin, dernière chose, le décryptage en podcast, pour ceux qui préfèrent se le mettre dans les oreilles sans les images, c'est possible. Vous avez ici un lien qui vous permet de le télécharger. Voilà ce que je voulais vous dire. Je trouvais que c'était important de faire ces petits rappels. On se retrouve tout de suite et on y va pour l'analyse de l'épisode 6, parce que vraiment, celui-là, il vaut le coup. Je commence par vous livrer mes impressions générales et en tout premier lieu, j'ai envie de vous dire que j'ai adoré cet épisode. Il est très largement sur mon podium de la saison 6 et je pense qu'il est en compétition avec Tempérance à ce stade. C'est l'épisode 3, celui de la Grande Dépression de Fergus. Et je ne suis pas du tout étonnée de voir que c'est Tony Graffia qui l'a écrit, qui a écrit le scénario. Donc Tony Graffia, scénariste depuis la saison 1, une des deux seules avec Matt Roberts à être toujours présent pour la série, à écrire des scénarios chaque saison. Donc je le redis, vous le savez peut-être si vous me suivez déjà sur les décryptages, et pour les autres, je pense que ça vaut le coup d'être entendu, mais Tony Graffia, elle a écrit des épisodes parmi lesquels, c'est ceux que je préfère, je crois. Déjà, il y a Le Talisman, donc le dernier épisode de la saison 2, qui, je crois, reste mon préféré jusqu'à ce jour. Dans la saison 3, elle a dû écrire et Malcolm et The Eye of the Storm, l'œil de la tempête ou l'œil du cyclone. En saison 4, elle a écrit Les oiseaux et les abeilles, America the Beautiful. Et dans la saison 5, je sais plus, mais
Il y en a tellement. Je ne sais pas si elle n'est pas une dizaine d'épisodes écrits pour la série. Bref. Et là, elle réussit quand même la performance d'avoir quasiment mis 2 ou 3 épisodes en un seul, et de manière plutôt magistrale. Il est juste dommage qu'on ne lui ait pas donné 20 minutes de plus pour l'épisode, parce que voilà, elle aurait pu encore plus développer certains passages, et je vais en parler. Mais voilà, 1h11 d'épisode, super bien ficelé. On a 2 intrigues qui se partagent l'épisode, quasiment à part égale. D'abord la maladie, donc que ce soit la maladie des colons, et puis celle de Claire, dont on découvrira que c'est probablement pas la même. Et puis, deuxième intrigue, la bombe déposée par Malva et l'accusation qu'elle porte sur Jamie par rapport à la paternité de son enfant. Le titre anglais de l'épisode, c'est The World Turned Upside Down, pardon. Et donc, ça veut dire littéralement le monde sans dessus-dessous, le monde à l'envers. Enfin, il y a plusieurs traductions possibles. Et c'est le titre du chapitre 80 du tome 6. Et le traducteur français, Philippe Safavi, lui, l'avait traduit par Le ciel nous tombe sur la tête. Ce qui n'est pas tout à fait littéral, mais qui rend plutôt bien l'idée du monde sans dessus-dessous. Donc voilà. L'avantage de ce titre anglais, c'est qu'il regroupe les 2 intrigues. Voilà, c'est le gros bazar, disons-le comme ça, que ce soit à cause des bactéries ou à cause de la bombe Malva. Alors que le titre français, c'est Et si tu n'étais plus là, que je trouve très poétique, pas de souci. Mais du coup, ce titre français, lui, s'attarde uniquement sur la relation de Claire et Jamie, ce qui est bien en soi. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais du coup, ce titre me plaît quand même moins, parce que si on veut essayer de refléter le thème de l'épisode, on n'y est pas, quoi. On n'y est pas. Et puis en plus, j'ai envie de dire, le tout premier plan de l'épisode, donc là, je l'affiche à l'écran, c'est cette prise de vue par la fenêtre de l'église, mais c'est à l'envers. Donc voilà, ça reflète complètement le titre. Et du coup, avec le titre français, ce plan-là ne fait plus du tout de sens, quoi. On peut même d'ailleurs se demander pourquoi ils ont fait ça comme ça. Ça donne un peu le tournis. Mais voilà, je pense que l'explication de ce premier plan est liée au titre anglais. Et donc, bien que ce ne soit pas le thème majeur de l'épisode, on n'oublie pas de distiller des éléments qui concernent la guerre, la révolution qui approche, et donc l'histoire avec un grand H. On a d'abord ce tract qui est cloué à un moment donné de l'épisode, et qui enjoint en fait les colons à boycotter les produits importés d'Angleterre. Et puis l'histoire avec un grand H aussi, avec le départ de Jamie et Roger pour New Bern, et puis pour le congrès des Continentaux, donc avec les Fils de la Liberté. À noter dans l'épisode le retour du générique des 4 premiers, donc le générique de la semaine passée, de l'épisode précédent, était vraiment juste dédié effectivement à l'épisode, mais on s'en doutait un petit peu, avec des tonalités très très écossaises, et voilà, et ce retour en Écosse avec le Bonnie Prince Charlie, et puis l'histoire autour de Flora MacDonald. Ce qu'on peut noter, c'est que c'est un épisode très très fidèle au roman. C'est le cas de beaucoup d'épisodes de la saison. Vraiment là, on a énormément d'éléments qui sont identiques, des répliques, des scènes entières. Alors même si c'est très rapide l'épisode, et que forcément on laisse des choses de côté, il ne faut pas oublier qu'on a une saison qui a été écourtée. Il y a peut-être quand même certaines intrigues en fait qui ont été condensées. Et voilà. Mais grande fidélité au roman, on n'en dévie pas vraiment. C'est un épisode qui est très centré sur Claire, sur Jamie aussi du coup, mais qui n'oublie pas pour autant les autres personnages, qui du coup se retrouvent au service en fait de l'histoire de Claire et Jamie, et on trouve notamment Brianna, Roger, Yann soucieux pour leurs parents, et je me dis que si Marsali avait été là, j'aurais bien mis un billet sur elle pour au moment de la désignation du meurtrier de Malva. Je pense que Marsali, elle, ça l'aurait pas fait, toute cette histoire.
Bon, c'est une blague, je plaisante. En tout cas, elle n'aurait jamais pu laisser Malva rôder autour de Claire malade et puis de Jamie, de manière générale. Et donc voilà un épisode très très tendu. D'ailleurs, on a la métaphore de la tempête. En premier, dans le rêve de Claire, le rêve délirant de Claire, où elle voit plusieurs choses, mais dont des nuages qui s'obscurcissent, qui obscurcissent le ciel plutôt. Et puis c'est en voix off, Claire, lorsque Jamie et Roger sont à Newburn, elle dit qu'elle était devenue une paria et c'était la tempête au Ridge en fait qui se préparait. Donc toute cette métaphore rend bien cette notion d'instabilité, de tension. Et malgré cela, on a un épisode quand même qui, je trouve, fait la part belle au couple de Claire et Jamie, à leur amour indéfectible l'un pour l'autre, ce qui est plutôt rassurant pour nous. La force de leur amour est ultra présente et moi ça j'aime bien et je pense que c'est ce qui fait que j'ai bien aimé l'épisode malgré toutes les tensions et les drames qui se sont joués pendant cette heure 11 d'épisode. J'ai bien aimé leurs moments ensemble, ce qu'ils se disent, la façon dont ils se regardent, la façon dont ils se touchent. Et ça commence dès le début de l'épisode. Ils sont à la messe, ils écoutent le serment de Roger et ils se touchent les mains. Enfin, c'est super mignon. Puis toutes ces phrases, Jamie qui dit à Claire que le soleil se lève, se couche et que si elle n'était plus là, ça ne serait plus pareil. Et donc là, ça rejoint le titre de l'épisode, bien sûr. C'est pour ça que je dis c'est très poétique, c'est très beau. Et des petites phrases comme ça, des petites répliques, des conversations, il y en a tout plein dans l'épisode, donc waouh. Après le serment de Roger qui annonce en fait les thématiques de l'épisode, il parle des petites choses qui viennent à bout des grandes en fait, donc on a d'abord les microbes, les bactéries, donc la maladie, et puis ensuite cette petite chose toute fragile, Malva, qui a elle seule réussi à créer un cataclysme. Et comme le dit Sam Yuan dans le débrief de l'épisode, c'est le début de la fin du Ridge, merci Malva. Et donc dès le départ de l'épisode, on est tout de suite chez les McNeil, juste après le serment de Roger. Pour ce qui est, je pense, une des ouvertures d'épisodes les plus tendues depuis super longtemps. Rien que sur cette scène-là, excellente écriture, excellente réalisation, c'est parfait. On est avec eux, on sent vraiment le malaise. Enfin, je dirais, oui, avec eux, puisqu'il y a Monsieur McNeil qui est là. On sent le malaise, on sent la détresse, on sent la mort, on sent l'impuissance aussi, on sent l'horreur. C'est terrible. Et je trouve que si on parle quelques instants de cette scène-là, parce que je n'aurai pas forcément l'occasion de le refaire, mais c'est super malin de la part des scénaristes ou du réalisateur, je ne sais pas, mais d'avoir mis Malva à s'occuper du bébé. Parce que si vous calculez bien, en fait, elle est déjà enceinte à ce moment-là, Malva. Et ça doit résonner particulièrement pour elle. Et je le dis parce que c'est une interview de Jessica Reynolds, donc l'actrice qui joue Malva, qui dit que Malva a pris conscience de sa grossesse depuis l'épisode 3, et c'est une scène coupée, en fait, qu'on n'a pas dans l'épisode, dont j'ai traduit le scénario en français sur mon site internet, vous pouvez le retrouver. Et donc, c'est une scène entre elle et Claire où elles sont en train de préparer des graines, des semis, en fait, pour le potager. Et il y a toute une discussion au 2e, voire 3e degré qui se joue entre elles. Et voilà, d'après l'actrice Jessica Reynolds, c'est à ce moment-là que Malva prend conscience de sa grossesse. Ce que j'ai envie de dire aussi sur l'épisode, c'est que la ligne de temps, je l'ai trouvée compliquée à suivre. Donc j'ai essayé de vous récapituler tout ça. En gros, ça commence avec donc les amibes, les bactéries. Donc, je viens de le dire, Malva est déjà enceinte et je pense qu'elle est déjà enceinte à ce moment-là de 3-4 mois. C'est une première grossesse, elle est très menue, elles ont des grandes robes, donc c'est tout à fait crédible qu'on ne voit rien du tout. Ensuite, on a la révélation,
l'accusation plutôt, que porte Malva sur Jamie. Et si on fait attention aux cheveux de Claire, je dirais que c'est à peu près 1 mois après la maladie, en fait, de Claire. Donc là, on en est à quoi 4-5 mois de grossesse pour Malva. Ensuite, on a Jamie et Roger qui partent, et puis on a une indication sur l'écran 2 mois plus tard, donc ils reviennent, 2 mois après l'accusation, et donc j'étais à 4-5, on est à 6-7 mois de grossesse. Les cheveux de Claire ont bien poussé, c'est ça qui donne l'indication en fait. Donc voilà, on est probablement à 6, plutôt 7 mois de grossesse. D'où la taille du bébé aussi, parce que ça, c'est un gros indice. Le bébé de Malva, il est quand même de bonne taille quand Claire fait sa césarienne. Et par comparaison, Brianna, qui a aussi découvert sa grossesse, elle est certainement enceinte de 2 mois de moins. Mais là, c'est compliqué parce qu'on n'a pas de plan de Brianna sur les 2 mois plus tard, quand Jamie et Roger sont de retour. Toute cette scène où elle est avec Roger, où Roger discute de ce qui s'est passé à New Bern, Brianna est quand même plutôt dans la pénombre, on la voit jamais bien. Alors j'ai essayé d'éclaircir à fond une image, mais c'est pas clair. On peut pas dater la grossesse. Donc difficile à objectiver le stade de grossesse de Brianna, comparé à Malva. Donc voilà pour la ligne de temps, compliqué à suivre, mais ça colle en fait. Mais c'est aussi pour dire que on a mis beaucoup de choses en quelques semaines, en quelques mois, c'est assez énorme. Donc voilà un épisode avec un mix d'émotions positives et négatives. Dans les émotions négatives, on a le chagrin, le regret, la colère, et dans les émotions positives, l'amour, le pardon, l'espoir. Et tout ça, positif ou négatif, ça fait des sentiments très puissants. Et surtout, Claire garde la foi. À 2 reprises, elle dit qu'il faut attendre que l'orage passe, en gros. Sauf qu'avec le meurtre final, moi, je suis pas très, très sûre que l'orage va passer si vite que ça. Mais ça, j'en parlerai dans le dernier thème que je vais évoquer. Parce que d'abord, je vous parle de mon top et de mon flop. Pour mon top de l'épisode, c'est Caitriona Balfe. Ouais, l'actrice. Je trouve qu'elle porte vraiment tout l'épisode sur ses épaules. Elle a beaucoup à faire. Elle est de toutes les scènes, ou presque. En tout cas, elle est de toutes les scènes les plus dramatiques. Et jusqu'à là, en fait, Caitriona Balfe, au travers du personnage de Claire, n'avait pas forcément eu l'occasion de briller. Sauf dans son tête-à-tête avec Fergus dans l'épisode 3. Caitriona Balfe est ultra convaincante dans tous ses registres. J'ai adoré le boulot des maquilleurs sur la Claire qui sort de maladie. Elle a vraiment cet air cadavérique avec des yeux creusés, le teint blafard. Elle semble vraiment amaigrie. Puis alors bien sûr les cheveux en bataille, ça complète le tableau, mais vraiment là c'est hyper crédible. Enfin, à titre personnel, je vais vous dire, j'ai une tante très très malade il y a de nombreuses années de cela, et elle avait à peu près l'âge de Claire là dans l'épisode, et j'ai eu un flash, j'ai eu l'impression de la voir en fait, ma tante. Ouais. Très, très, très déstabilisant et troublant. Mais ça, c'est une parenthèse. Mais pour vous dire que vraiment, c'était bien fait, ce maquillage. Et mon top, donc, Caitriona Balfe, vraiment, je suis en admiration devant cette actrice qui est capable de tellement de nuances dans son jeu. La dernière scène, pour ne citer que celle-là, mais il y en a dans tout l'épisode. La dernière scène est juste terrible. Je l'ai vue sur les réseaux sociaux, mais moi, je me suis dit la même chose. Elle était enceinte à ce moment-là.
de quelques mois et elle doit tourner cette scène affreusement dramatique. D'ailleurs, il y a dans les interviews que donne Jessica Reynolds en ce moment, enfin, elle parle de cette scène où en fait elle a juste à jouer le cadavre, hein, c'est en gros ce qu'elle dit. Elle dit j'étais aux premières loges devant une performance, elle avait juste envie de pleurer quoi. Sauf qu'elle devait jouer la morte, donc elle pouvait absolument pas réagir, mais elle avait vraiment très très envie. Ça me donne l'occasion de parler de cette jeune actrice, Jessica Reynolds. Un gros enjeu aussi pour elle dans l'épisode. Hein. Elle porte et elle incarne un personnage très compliqué. Enfin, c'est lourd aussi. Et elle aussi, hein, elle y apporte de très belles nuances. Moi, je trouve que la scène du rêve de Claire est une vraie prouesse pour l'actrice, pour Jessica, parce que faut s'imaginer que la caméra est à quelques centimètres d'elle, focalisée sur uniquement son visage. Cette actrice, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, mais elle a très peu d'expérience. Hein. Elle a été formée au théâtre et elle n'a jamais eu de gros rôle. Et ouais, je lui souhaite vraiment le meilleur pour la suite. Elle mérite. Elle mérite. Et donc, voilà, je viens de mettre en lumière Katrina, Jessica Reynolds aussi, dans une moindre mesure. Et voilà, la mise en lumière de ces deux actrices ne veut pas forcément dire que les autres sont mauvais. Hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, pas du tout, loin de là. Cela dit, quand pour moi, un acteur crève l'écran, eh ben, j'aime bien le dire. Et moi, Katrina Balfe m'a beaucoup émue sur cet épisode. Et je suis... Enfin, j'arrive pas à analyser, mais je pense que ça fait partie des éléments qui font que j'ai beaucoup aimé l'épisode. Sam Yuan aussi est très bon, hein, dans le répertoire dramatique. Mais là, voyez, pour cet épisode, l'écriture ou alors le montage, je ne sais pas, ne lui a pas permis de s'exprimer complètement sur cet épisode. Mais il a déjà eu d'autres occasions dans cette saison et les autres. Et puis, je suis sûre qu'il en aura d'autres. Donc, partie remise pour Sam. Et mon flop, mon gros flop, c'est Jamie qui prend un thé avec Malva, alors que sa femme est en train de mourir à l'étage. Mais je vais en parler dans le détail. J'ai un mini flop, un détail. Yann, lorsqu'il se bat là, dans la forêt, ou en tout cas dans la clairière, avec déjà Obedaya Anderson, mais avec d'autres aussi. Donc on voit pas beaucoup de la scène, mais on imagine qu'à un moment donné, ils atterrissent par terre. Enfin, je sais pas trop, mais... Et la scène d'après, il arrive et il voit Claire, il est tout propre, tout pas décoiffé, rien du tout. Donc, on peut imaginer que peut-être les scènes ne se suivent pas, que ça s'est passé des jours différents, peut-être. Mais comme il est tout le temps habillé pareil, c'est difficile à savoir. Et pour le coup, je trouve que c'est confusant pour nous, le spectateur. Mais là, je ferme la parenthèse, parce que mon vrai gros flop, donc c'est ce thé, ce salon de thé dans la cuisine. Je déteste ça. On veut planter dans l'esprit du spectateur qu'il y a un lien qui se tisse entre Malva et Jamie. Certes, j'admets, il faut. J'ai pas de souci avec ce point-là. Je l'accepte. Mais je trouve que la scène est longue et vraiment trop longue. Alors que, j'en parlais juste avant, on aurait aimé voir Jamie s'inquiéter vraiment pour Claire. Parce que là, on a le sentiment que Claire n'est pas vraiment au plus mal. C'est pas assez visuel, en fait, le souci, l'inquiétude que se font ses proches. Les gens la veillent, hein, ils sont à son chevet, mais l'inquiétude n'est pas assez palpable sur le moment, en tout cas. Ce sont les scènes d'après, hein, avec Roger et puis Brianna, et puis aussi Jamie, lorsqu'ils disent qu'ils se sont inquiétés. Là, on comprend. Mais punaise, montrez-moi l'inquiétude. Ne la dites pas. Enfin, ouais. Et puis, alors, il y a aussi ce thé à l'écorce de saule qui me titille un peu, parce que l'écorce de saule, ça a des vertus thérapeutiques. D'ailleurs, c'est ce que dit Jamie, hein, c'est ce que Claire lui avait donné lorsqu'il s'était fait mordre par le serpent dans la saison 5. C'est une sorte d'équivalent de l'aspirine. Alors, pourquoi est-ce que Malva donne ça à Jamie ? Est-ce qu'elle veut éviter qu'il attrape la maladie de Claire ? Est-ce que c'est pour le détendre ? Entre guillemets, pour l'endormir, vu ce qu'elle mijote.
Donc ça, je sais pas trop. Et puis, deuxième point dans la scène qui me dérange aussi, c'est qu'est-ce que vient faire cette allusion à Lord Lovat, au grand-père de Jaime, qu'on avait vu dans la saison 2, épisode 8, le repère du vieux renard. Franchement, j'ai eu beau réfléchir, j'ai pas compris. Donc voilà, la scène flop dans son ensemble. Et j'ai décidé de développer 5 thèmes. Alors, ça n'a pas été facile de décrypter cet épisode, vous vous en doutez, parce qu'il y a beaucoup de choses. Et donc, j'ai essayé de pas aller à la facilité, parce qu'à un moment donné, je me suis dit, je vais faire quelque chose de chronologique sur l'épisode, mais finalement, non. Donc, j'ai 5 thèmes. Et mon premier thème, je l'ai intitulé « Lequel des Christie est le méchant de la saison ?» Parce que dès le premier épisode, donc on découvre les Christie, mais c'est plutôt Tom Christie, le père, qui est mis en avant, et un peu Alan aussi, on le découvre voleur, aimé ce qui brille, etc. Mais par contre, il n'y a pas vraiment de Malva dans le premier épisode, et elle, on la découvre au fur et à mesure. Et la série, je trouve, a semé des petites graines pour Malva. La première graine, c'est son voyeurisme. Et puis le regard qu'elle est capable de jeter à son père lorsqu'il n'arrive pas à l'abattre à cause de sa main. Et puis le summum, c'est les doigts coupés dans l'épisode précédent, l'épisode 5, et puis le charme. Le summum, non, le vrai summum, c'est dans cet épisode-ci, avec les accusations contre Jaime, bien sûr. Mais cela dit, on sent par 2 fois, enfin surtout une fois, mais déjà quand elle fait cette accusation et qu'il y a son père, il y a Alan, il y a Jaime, il y a Claire, à un moment donné, quand elle dit « Je suis désolée, Madame Fraser », franchement, ça peut être pris à double sens. Est-ce qu'elle est désolée dans son mensonge d'avoir couché avec Jaime, ou est-ce qu'elle est désolée de dire tous ces mensonges et de lui faire ça, en fait. Moi, je l'ai plutôt compris dans le deuxième exemple que j'ai donné. Et puis, la deuxième fois, c'est lorsque Claire vient la voir. Claire, je vais en parler, mais elle lui donne une occasion de dire la vérité. Et là, on sent qu'elle est à 2 doigts, quand même. Elle est vraiment pas loin de dire quelque chose. Malheureusement, voilà, elle est empêchée de parler. À Christieville, donc c'est Alan qui intervient, et puis j'ai empêché de parler tout court, en fait, puisque Malva venait sans doute voir Claire pour lui parler à la fin de l'épisode, et là c'est pareil, je vais en reparler. Et puis donc elle est assassinée. Alors ceci dit, Malva, quand même, donc je l'ai décrite comme intelligente, et c'est ce qu'on observe depuis le début de la saison. L'accusation qu'elle porte contre Jaime, c'est une histoire plutôt bien ficelée, hyper crédible. On peut avoir le doute quand on l'écoute. D'ailleurs, Claire, c'est pas, à un moment, elle a peut-être un petit doute quand même. Tom, son père, c'est pareil. Au départ, on sent qu'il n'y croit pas trop, et puis elle donne des arguments. Elle a tous les arguments, même les plus imparables, toutes les marques sur le corps de Jaime, effectivement, à part en étant intime avec lui, difficile de savoir tout ça. Elle a aussi l'intelligence de ne pas l'accuser de viol, parce que là, elle sait que personne ne l'aurait cru. Et il semblerait quand même que dans toutes les scènes, c'est Alan qui a le contrôle sur ses actions, sur ses paroles. Et c'est notamment très visible dans le changement d'attitude de Malva en quelques secondes, lorsqu'elle se trouve dans le dos de son frère, sur la scène dont je parlais à Christieville. Et donc, je disais, Tom semble perplexe au départ. On sent qu'il doute. Il connaît sa fille, donc voilà. Et puis, il est aussi confronté à l'homme respecté du Ridge, à Jaime, qui le respecte quand même, au-delà de tout, d'une certaine manière, même s'il en est jaloux. Ça, il n'y a pas de doute. Et donc, Tom, il agit de la seule manière possible, en fait, avec cette histoire de contrat, etc.
il est quand même détestable aussi dans la façon dont il dit à Jamie, ben voilà, enfin votre femme, elle aura qu'à élever l'enfant, enfin ça c'est votre problème, vous faites comme vous voulez. Hein. C'est où on a envie effectivement de lui en coller une. Je ne sais pas ce qui retient Jamie d'ailleurs. Et alors un peu plus tôt dans l'épisode avec Claire, parce que je parle de Tom là, moi je l'ai trouvé prévenant avec elle. Il est toujours gêné en sa présence en fait. Hein. Je pense que c'est une femme. Il a une sorte d'admiration pour elle, mais admiration qui est mêlée aussi avec. Je sais pas si c'est. Je dirais pas du dégoût, de la répulsion, mais quelque part elle doit lui faire peur. Vous voyez, dans le genre. C'est une femme qui est tellement pas comme les autres que ouais. Il l'aime et il l'aime pas en même temps, quoi. Hein. On sait pas trop comment le positionner. Enfin, quoi penser de ses pensées vis-à-vis de Claire, justement. Et donc, quand Claire lui demande un échantillon de ses selles, franchement, c'est pas malin de la part de Claire. Je pense que même Jamie aurait tiqué, en fait. Et là, on a Tom Christie, quoi. Donc, non, c'est pas possible, Claire. Je sais pas ce qui lui est passé par la tête. Et donc, en fait, voilà, tout semble indiquer que c'est Malva, la plus méchante de la famille. Cela dit, je pense qu'on manque encore d'éléments pour porter un jugement définitif. Est-ce que Malva est cette effroyable manipulatrice ou est-ce que c'est une jeune femme maltraitée qui agit de manière désespérée à cause des circonstances, de ces circonstances? Moi, je pense que juger Malva depuis notre fauteuil dans notre vie du 21e siècle est peut-être un peu trop facile, hein, parce que nous sommes des privilégiés. Hein. Dire qu'elle est mauvaise ou méchante, c'est peut-être un raccourci. Il ne faut pas oublier que Malva, il y a une vie de maltraitance derrière elle, une mère absente, morte dans des circonstances tragiques, hein, accusée de sorcière et pendue. Sorcière, enfin voilà, qu'est-ce qu'elle a fait cette femme? Elle a un père qui la bat et puis qui l'a toujours rabaissée, hein, de par sa condition de femme, premièrement, et puis parce qu'il la compare à sa mère, qu'il considère comme une sorcière. Donc, ouais. Quelle issue y a-t-il pour une femme maltraitée au XVIIIe siècle? Certainement pas autant que pour nous autres au XXIe, et pourtant ça reste compliqué même à notre siècle, à part peut-être une main tendue, et donc il y a celle de Claire, hein, qui se tend, mais Malva la rejette parce que je pense que, et c'est assez connu, hein, les gens qui ont manqué d'amour ne savent pas toujours quoi en faire quand on leur donne de l'amour. Alors je suis loin d'excuser ce qu'a fait Malva. Je dis juste que pour l'instant, on n'a pas toutes les clés. Et en plus, Malva a été assassinée. Donc finalement, elle est aussi une victime, hein, dans l'épisode. Et voilà, son assassin est sans doute a fait bien pire que ce que Malva a fait. Mon point de vue. Mon deuxième thème est quand même un peu plus gai, puisque je l'ai intitulé Claire et Jamie, l'alpha et l'oméga de l'amour. Ils sont au début, enfin au commencement et à la fin de ce mot, hein, amour. Vraiment, ils en sont l'essence même, et on est vraiment servi dans l'épisode, parce que la conclusion de tout ça, c'est que malgré les épreuves, malgré les horribles épreuves qu'ils traversent, ce couple reste solide. Et comme le dit Claire à Malva, « This won't come between us ». Cela ne se mettra pas entre nous, ne nous séparera pas. C'est vrai qu'ils ont traversé tellement de choses, peut-être bien pire que ça. Enfin, je ne sais pas. L'avenir nous dira. De toute façon, à chaque fois que Claire et Jamie sont embarqués dans des embrouilles, c'est toujours pire. Mais voilà, dans l'épisode, on a beaucoup de tête-à-tête, on a des magnifiques dialogues remplis d'amour, remplis de complicité. Ils se parlent de souvenirs très anciens qui remontent avant que Loden et parfois avant même qu'ils soient mariés. Ça montre que leur histoire ne date pas d'hier. Et voilà, ça montre les racines de leur histoire d'amour et qu'elles sont ancrées loin, quoi.
quand Jamie dort au pied du lit et que du coup ça leur rappelle ce moment où il dormait sur le seuil, devant le seuil de la porte de Claire. Et ça, c'est dans l'épisode Rent. Comment ça s'appelle en français La collecte, l'épisode 5 de la saison 1, hein, quand ils sont en vadrouille pour récupérer des métayages. Lorsqu'il se rappelle, encore une fois, on nous parle de Faith. Ça fait plusieurs fois cette saison, je crois, peut-être au moins la 3e, et donc de la couleur bleue, hein, de la guérison de Maître Raymond. Ils évoquent aussi les bagues qui ne doivent plus jamais quitter les doigts de Claire. Hein. C'est la promesse que Jamie lui a faite dans la saison 5, au mariage de Jocasta. Et voilà, tous ces petits moments, on adore. Enfin, il y a une vraie intimité entre eux. Ce sont des vraies conversations de couple très crédibles. Hein, toute cette séquence sur les qualités. En gros, qu'est-ce que tu aimes chez moi? Enfin, qui n'a pas eu cette discussion avec l'être aimé? C'est hyper crédible, et la façon dont c'est fait, enfin, c'est léger, ça plaisante. C'est pas forcément très sérieux, et en même temps, ça l'est quand même, quoi. Et qu'est-ce qui te plaît chez moi? Je te fais rire. Et pas du tout, lui répond Claire, c'est pas vrai. Et voilà, au-dessus de tout, c'est que Claire est fidèle. Fidèle en amour, voilà. Et ça, c'est la clé, en fait. C'est un magnifique point final à cette scène et à cette tendre discussion. Et c'est hyper important pour ce qui suit très, très vite derrière. Dans la scène de l'accusation de Malva, et puis la scène qui suit dans les écuries. Je parle un petit peu de la scène où Malva accuse Jamie, hein, devant tout le monde. Elle est bien écrite et elle est très bien jouée. Je ne sais plus si c'est Alexandre Vlahos qui dit que c'est une scène... Enfin, ils ont réservé la journée, en fait, pour la tournée, et elle était hyper attendue. Enfin, en tout cas, lui, il l'attendait. On comprend pourquoi. Elle est importante pour lui, parce qu'il n'a pas eu beaucoup de scènes où il intervient. Donc, celle-là en est une, même si c'est pas lui qui est sur le devant de la scène. Et donc, devant Malva, Jamie, à ce moment-là, et c'est là où on voit le beau jeu d'acteur aussi de Sam, c'est qu'il passe... Jamie passe par différentes émotions, hein, de la patience, puis de la confusion, et puis de l'indignation, quand il dit « What ?» 2 fois de suite. D'abord un peu « Ouh !» et le temps que ça monte au cerveau, « What ?» Il y croit pas, quoi, c'est pas possible. Et Claire, en même temps, pareil, elle est d'abord empathique, et puis triste, et puis choquée, et enfin, elle est en rage. Et c'est là où elle gifle Malva. C'est pas nouveau, hein. On sait que Claire lève facilement la main. On se souvient de la gifle qu'elle avait portée à Lyrie, hein. Saison 1, je pense, ou 2, je sais plus, saison 1. Et à ce titre, hein, sur la réaction de Claire et le fait qu'elle fuit, en fait, elle fuit ce moment très tendu. J'ai été amenée à lire une description que fait Diana Gabaldon sur la façon dont Claire gère ses émotions. Et en gros, elle dit que Claire, c'est une super médecin, parce que quand il s'agit de son travail et de gérer ces émotions-là, elle est super forte. Elle compartimente, en fait. Mais par contre, dès qu'elle a ingéré comme ça un choc émotionnel, elle préfère la fuite, le temps d'analyser, en fait, la situation, de se recomposer et voilà, de réagir à froid plutôt qu'à chaud. Parce que c'est ce qu'elle dit à Jamie, en fait. Hein. J'avais peur de lui tordre le cou, en gros, à Malva, hein, si j'étais restée. Et c'est bien ça le souci de Claire, qui gère pas du tout ses émotions. Et donc, on en est à cette scène dans l'écurie qui est en plusieurs temps et qui est rythmée justement par les émotions de Claire et de Jamie. Tous les deux, d'abord, ils sont bouleversés, hein, et puis on voit que ça se calme dès lors que Claire a exprimé à voix haute qu'elle ne doute pas de Jamie. Et puis ça remonte en intensité lorsque Jamie met le cas Mary McNabb sur le tapis. Et puis ça redescend quand Claire prend conscience des circonstances, hein, qui ont entouré
le fait que Jamie a couché avec Mary McNabb. Elle est directement rassurée. Alors moi, je me suis demandé pourquoi Jamie avait choisi d'en parler à Claire à ce moment-là. Alors, ils sont dans... Oui, il est dans cette histoire de... ne me cache rien, en fait. Hein. C'est un peu ce que lui a dit Claire juste avant. Enfin, que tu couches avec une femme, mais que tu me le dises pas. C'est surtout ça, que tu me le caches. C'est ça qui est horrible hein, pour elle. Et donc là, il se sent un peu obligé de tout déballer. Pour Geneva, donc la maman de William... Ça, c'est une histoire dont il a déjà parlé à Claire, forcément. Et donc, voilà, il restait ce cas Mary McNabb. Jamie, peut-être, se sent un peu coupable de cette relation sexuelle-là parce qu'il a choisi de coucher avec Mary. Donc voilà. Et voilà, l'émotion, je disais, est redescendue hein, dans cette fin de scène parce que il fallait qu'on les voit à nouveau unis face au désastre absolu qui s'annonce. On voit leur amour profond et j'ai adoré sur la fin de la scène les arguments de Claire pour expliquer pourquoi elle ne doutait pas du tout de Jamie dès le départ. Le premier argument, c'est la force de leur amour. Donc oui, merci, Dieu merci. Et puis le fait que Jamie ne pourrait pas renier un enfant de son propre sang. Et ça prouve que Claire connaît très bien Jamie. Et c'est d'autant plus beau. Donc elle a été secouée par tout ça, mais Claire ne doute pas. Et ce qu'elle dit à ce moment-là aussi, c'est qu'elle pense que l'orage va passer. Et là, je me dis, si tu savais, Claire... C'est pas sûr. Et ouais, je trouve déchirant de voir Claire offrir sa pitié, son empathie et une chance de dire la vérité à Malva. C'est après ce que Malva vient de faire, franchement. Bon, alors il a dû se passer quelques temps, quelques semaines peut-être, je sais pas. Mais waouh, c'est généreux de la part de Claire. Et je pense qu'elle aime sincèrement Malva et elle sent qu'il y a un truc, quoi. Hein. Donc elle lui tend une main. Et comme j'ai dit avant, Malva ne la prend pas. Alors j'enchaîne avec mon troisième thème. Puisque je suis en train de parler de Claire, j'ai envie de parler de Claire, de ses rêves et puis de l'éther aussi. Parce que dans le rêve délirant de Claire, hein, lorsqu'elle est très malade, elle voit plusieurs choses. Elle voit la bactérie hein, qu'elle a identifiée au microscope en début d'épisode. Elle voit son cœur dans ses mains. Et puis, elle voit aussi un serpent. Mais ce serpent, je le trouve quasi identique. Alors, je ne suis pas allée revoir. Tiens, si je retrouve les photos de l'épisode... Alors, c'est dans l'épisode Face, je crois, hein, celui où elle est dans la chambre étoilée avec le roi, avec Maître Raymond et avec le comte de Saint-Germain. Et il y a un serpent dans la title card de cet épisode. Et je crois que c'est ce serpent-là. Et donc, ce serait symbole de poison, peut-être. Ce qui voudrait dire que dans son rêve délirant, elle sent, enfin, son subconscient sent qu'elle a été empoisonnée. Ah, c'est intéressant, hein, vous voyez. Et à la fin de ce rêve délirant, franchement, le stress, un gros fondu au noir. Vous savez, c'est quand cet écran devient noir. Mais là, il est resté super longtemps. Mon sang n'a fait qu'un tour et puis ouf, c'est revenu. Et donc, par rapport à ses rêves et tout ça, on voit que Claire est toujours en proie à ses démons, hein, personnifiés notamment par les hallucinations qu'elle a de Lionel Brown, hallucinations auditives ou visuelles. Hein. Là, on l'a vu Lionel Brown à travers le potager. Et Claire est dans une situation d'instabilité psychique avérée et je pense qu'elle subit un coup supplémentaire avec ce qui se passe à la fin de l'épisode, en fait, parce que dans son cauchemar final, donc quand elle est elle est en proie aux vapeurs d'éther, elle menace Malva avec un scalpel, elle menace de la tuer, hein, puisque Malva, en fait, la met un peu face à toutes ses insécurités.
Malva lui renvoie toutes ses peurs, en fait. Le fait de vieillir, le fait d'avoir la peau flétrie, le fait qu'elle va lui piquer Jamie, enfin, plein de choses. Et cette menace avec le scalpel dans les mains, d'ailleurs, ça fait très penser aux scènes modernes de certains films. Et donc, oui, je disais instabilité psychique, mais alors trouver Malva après avoir fait ce rêve, c'est terrible. Je pense que ça, c'est le coup de trop. Est-ce que Claire pense que ça pourrait être elle qui a tué Malva ? Probablement pas. Je pense que Claire sait très bien l'effet qu'a l'éther sur elle. Elle est complètement inconsciente, donc c'est pas une semi-conscience. Alors néanmoins, tout ça pourrait être le point de départ à une grosse culpabilité, parce que, moi, j'imagine que Malva venait la voir pour lui parler, et Claire va sans doute penser ça aussi. Et Malva a été tuée pendant qu'elle était inconsciente à cause de l'éther. Et peut-être que Claire va se dire qu'elle aurait pu éviter ça. Et ouais, je me dis peut-être que ça peut être le point de départ à cette remise en question de son automédication, en fait. On verra. Diana Gabaldon a dit que la série se sert de l'éther comme une porte dérobée vers le subconscient de Claire. Mais quand son subconscient remonte à la surface, c'est là que ça devient intéressant. Donc là, j'ai cité Diana Gabaldon. Donc attendons de voir. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui s'agacent avec ce choix de la production et de l'éther pour Claire. Attendons de voir ce que ça va donner. Je suis impatiente. Sur ce thème-là, très, très impatiente. Je le disais dans mes impressions générales, l'épisode semble focaliser sur Claire, Jamie et puis Malva aussi, les Christie. Néanmoins, on n'oublie pas la famille proche, et notamment Yann, Brie et Roger, qui sont autour de Claire et Jamie comme des protecteurs. Enfin, en tout cas, ils sont là, ils sont entourants, ils sont aimants et ils sont bienveillants. Je commence par vous parler de Yann, qui, je trouve, ressemble tellement à Jamie sur plein de traits de caractère. Il est prêt à se sacrifier, Yann. Comme il l'avait déjà proposé pour Brianna dans la saison 4, lorsqu'il avait découvert qu'elle était enceinte, et puis que, voilà, une fille enceinte non mariée à leur époque, il sait ce que c'est. Il connaît les implications, Yann, donc il s'était proposé pour l'épouser. Et là encore, un vrai sens de l'honneur, un sens du sacrifice, un sens des responsabilités aussi. Il apprend à Claire qu'il a succombé à Malva parce qu'il voulait se sentir homme. Et là, je fais le parallèle avec Jamie. Pour Mary McNabb, c'était un peu ça aussi, sa motivation. Et puis, on prend conscience que Yann est toujours très épris d'Emily, il le dit. Cette scène où il parle à Claire, où il nous permet aussi de voir que Roger a parlé de la fois où il a vu Malva dans l'église avec Obadiah Anderson. Donc moi je me posais la question de savoir pourquoi est-ce que Roger n'avait rien dit, mais il l'a fait en fait, c'était juste off caméra. Et oui, pour en revenir à Yann, il est tellement touché par ce qui arrive à Jamie, il prend sa défense jusqu'à en venir aux mains avec les pêcheurs. Il est prêt à tout pour sauver son odeur, quitte à endosser cette accusation pour lui. Surtout qu'il y est sans doute peut-être pour quelque chose. En tout cas, voilà, il a couché avec Malva, donc le doute est permis. Est-ce que c'est Yann, le père de l'enfant de Malva ? L'avenir nous le dira. Enfin, il semblerait quand même que ça soit pas Yann, puisque c'est ce qu'on apprend dans la scène de l'accusation. Tom Christie dit Malva dit que ça s'est reproduit une dizaine ou une douzaine de fois. Et là, Yann, dans la scène avec Claire, dit qu'il l'a fait qu'une fois. Donc, quelqu'un ment dans l'histoire, mais c'est pas, a priori pas Yann, vu comme l'émotion dans laquelle il raconte. Est-ce que c'est Tom, est-ce que c'est Malva ? On verra. Et donc, après Yann, on a Roger. Et Roger, on voit sa relation si spéciale avec Claire. Elle est résumée là, dans l'épisode en cette seule réplique que je trouve magnifique. Je vais vous la dire en français, c'est « Rien ne pourra jamais vous rendre moins jolie ». Il dit ça à Claire quand elle s'inquiète pour ses cheveux. Et
Et ouais, c'est une scène poignante enfin toute la scène en fait, qui est le reflet d'autres scènes qu'on a déjà vues entre eux deux, où ils se confient, ils s'épaulent, ils n'ont pas peur de parler à cœur ouvert parce qu'ils savent que leur parole va être accueillie et respectée. Et ouais, il y a comme je sais pas, une sorte d'honnêteté dans leur relation. Ils se comprennent et c'est vraiment réciproque, ça marche dans les deux sens. Et puis je pense que cette scène est belle aussi parce qu'on a deux beaux acteurs, deux grands acteurs. Et un peu plus tard, Roger, il prend aussi la défense de Jamie face à Brianna. Ou en tout cas, il est là pour affirmer que les deux couples formés par Claire-Frank et puis le couple Claire-Jamie ne sont pas comparables. Roger a bien pris la mesure de la puissance de l'amour entre Claire et Jamie. Et même s'il n'a pas connu Frank, il sait que c'était pas pareil. Il le dit à Brianna. Et puis donc, Brianna, évidemment, elle est au chevet de sa mère et elle est bouleversée à l'idée d'avoir failli la perdre, alors qu'elle s'apprête à son tour à devenir mère pour la deuxième fois, dans des circonstances différentes à sa première grossesse. Donc pour sûr, elle veut partager ça avec sa maman. Je trouve que l'annonce de sa grossesse est très jolie. Le timing est parfait et du coup, je trouve que les émotions sont décuplées. Voilà, je m'interrogeais à la fin de l'épisode précédent sur comment elle allait pouvoir annoncer à Claire, dans quelles circonstances ça allait se faire. Et comme ça, c'est bien. J'aime bien. Elle dit à Claire, je ne peux pas vivre sans toi. Et puis ensuite, rapidement, elle est soucieuse de l'aspect physique de sa mère et on découvre Brianna, nouvelle coiffeuse du Ridge. C'est un clin d'œil. Mais voilà, elle prend soin de sa maman dans tous les sens du terme. Et ensuite, un peu plus tard, on a cette scène où elle s'agace des commérages de Madame Bug. Et on voit là que Brianna n'est pas 100% sûre que Jamie n'est pas coupable. Enfin, il y a un petit germe de doute. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai ressenti comme ça. Et en fait, ce que la série nous fait comprendre là, c'est que Brianna est traumatisée par l'échec du mariage de ses parents et surtout par le fait qu'elle ait idéalisé Frank et qu'elle n'ait jamais cru capable de tromper sa mère, en fait. Et donc, Brianna, elle est conditionnée, en fait. Son enfance n'a pas été bercée par un beau modèle. Et donc, elle est conditionnée à ne pas forcément avoir une confiance totale en son compagnon. D'ailleurs, à ce titre-là, c'est presque étonnant que sur l'épisode précédent, quand il y a tous ces passages avec Amy McCallum, on sent qu'elle n'a jamais été vraiment jalouse, en fait. Compte tenu de tout ce que je viens de dire, c'est presque étonnant. Et donc... ouais, pour elle, difficile d'admettre s'être trompée à ce point-là pour Frank, et donc forcément difficile de savoir vraiment pour Jamie, du coup. Et ce qu'on apprend aussi, c'est que pendant l'absence des hommes, donc Roger et Jamie, quand ils sont partis à New Bern, elle a été d'un grand soutien à Claire. On n'en doute pas. On apprend que Claire était très isolée, mais heureusement, elle avait sans doute Brianna à ses côtés pour la soutenir. Et pour boucler le tableau, on a vu aussi Lizzie être au chevet de Claire, en train de tricoter. Enfin, ça, j'ai trouvé ça une belle image. On n'oublie pas Lizzie. En revanche, Madame Bug, je la mets pas dans le lot. Brrr, quelle commère. Elle est toujours là à traîner avec ses oreilles et ses yeux là où il faut pas. Et puis ensuite, elle va répandre sa bave de crapaud partout. Berk, Madame Bug. Et pourtant, voilà, en tant que vieille femme qui aide Claire et Jamie, on pourrait la penser dévouée. Mais ouais, quel personnage. On n'a pas envie de l'aimer, en fait. Et je dirais c'est Fergus et Marsali qui nous manquent. Ouais, on aurait bien aimé qu'ils soient là et qu'ils soient des soutiens en étant présents physiquement aussi au Ridge au moment de tout ça. Donc voilà, pour ce thème, il m'en reste un dernier. Et dans ce dernier thème, je vais essayer de vous dire pourquoi je pense que ça craint vraiment pour les fraiseurs. Jamie l'a dit à Claire, et d'ailleurs il s'en excuse.
C'est marrant parce que la scène dans l'écurie, il commence par dire à Claire, je vais pas m'excuser pour un truc que j'ai pas fait. Et à la fin de la scène, il s'excuse. Et c'est au moment où il dit, tu sais Claire, tout le monde va croire le mensonge de Malva. Et là, il s'excuse. Donc, ouais, parce que il n'est pas non plus responsable de ça, mais oui, il en est désolé. Et on apprend que les rumeurs sont arrivées à la ville. Jamie n'a pas été choisi comme représentant pour le congrès des Continentaux. Heureusement d'ailleurs, parce que ça veut dire que sinon Jamie Fraser aurait été dans nos livres d'histoire. Ouais, plaisanterie, petite blague. Mais oui, les rumeurs sont allées très loin et on découvre la communauté des pêcheurs très hostile à Jamie. Alors on savait qu'ils étaient déjà plus hostiles que les anciens colons puisque leur confession religieuse n'est pas la même. Ces pêcheurs sont très superstitieux. Ils pensent que Claire est une sorcière. On apprend que Hiram Crombie ne viendrait jamais se faire soigner par Claire. Même s'il avait le bras arraché. et voilà, quand Jamie et Roger sont à New Bern, on a la voix off de Claire qui dit qu'elle est devenue une paria en fait. Elle a moins de personnes qui viennent se faire soigner à son cabinet. Et donc la présence de Claire près de Malva avec le ventre grand ouvert, le bébé de Malva dans les bras, du sang, comme ils disent dans la bande-annonce du prochain épisode, jusqu'au coude, tout ça, ça semble quand même pointer directement vers elle pour désigner le coupable. D'autant qu'une césarienne, ça ne se pratiquait pas à l'époque. Et Claire va avoir du mal à se justifier sur ce point-là. Ouvrir le ventre de Malva, même si elle est morte et qu'elle pense sauver le bébé, c'est pas comme ça qu'on fait, quoi. Et soit dit en passant, ce bébé est trop grand pour que Jamie soit le père, entre parenthèses, parce que oui, les événements, la maladie de Claire, c'était 4-5 mois, donc c'est pas possible que le bébé soit aussi grand. Mais sans doute que les pêcheurs s'en fichent pas mal. Ça va pas être le sujet. Et qui dit meurtre dit peut-être enquête ou réparation ou désignation du coupable, dans tous les cas. Et qui est chargé de faire régner l'ordre sur les terres autour de Fraser's Ridge? Richard Brown et son comité de sûreté. Alors, ils ont été introduits dans le tout premier épisode de la saison. On ne les a pas revus depuis. On en a entendu parler par Tom Christie, qui disait que Richard Brown était passé pour proposer ses services de sécurité. On ne l'a pas vu. Donc forcément, tout ça n'a pas été posé pour rien. Et moi, je me dis que peut-être que Richard Brown tient sa vengeance sur Jamie. En tout cas, voilà, ça fait partie des petites choses qui me font dire que ça sent pas bon du tout pour les Fraser. Donc on va découvrir tout ça, j'espère, dans les 2 prochains épisodes. Alors, il est l'heure de conclure ce décryptage. On aura la suite et d'autres éléments apportés par les addicts officiels, par moi aussi, en fonction de ce que j'aurais oublié, en fonction de ce que vous aurez dit dans le chat. Donc, on complète tout ça dans le live juste après. Alors, j'ai envie de dire, encore 2 épisodes ou alors plus que 2 épisodes, je sais pas. C'est sûr que la saison est très courte et on va tous être très, très tristes quand ça sera fini, mais... Où ces 2 épisodes vont-ils nous emmener? Il y a des choses en suspens de l'épisode d'avant. Donc, il y a ce voyageur identifié comme étant Wendigo Donner. Il y a un truc autour de Jocasta. Pareil, on n'a rien de tout ça. Lizzie, dans l'épisode, a fait de la figuration, mais on sent bien qu'on nous emmène quelque part avec les jumeaux. La grossesse de Brianna qui doit avancer. Là, on n'a même pas vu son ventre, donc c'est encore assez irréel, tout ça, je trouve. En tout cas, c'est très excitant de nous avoir donné tant de choses à projeter, en fait, pour la suite. Alors, n'oublions pas aussi que la saison 6 a été prévue au départ pour 12 épisodes
et que voilà, elle a été raccourcie. Et donc, 4 épisodes ont été déplacés dans la saison 7. Donc, certainement que certaines intrigues n'auront pas de conclusion dans cette saison 6. Et donc, dans les 2 prochains épisodes, il restera des choses en suspens et non réglées, c'est sûr. En tout cas, pour l'heure, on se demande qui est le père du bébé de Malva et qui est le meurtrier de Malva. Est-ce que c'est une seule et même personne ? Je ne sais même pas si on aura ces réponses-là dans les 2 prochains épisodes. On verra bien. Alors, j'ai fait bien attention à ne pas spoiler. Hein. Bien sûr, j'ai lu les livres et je sais ce qui se passe après. Alors, parfois, la série prend des distances plus ou moins grandes avec les écrits de Diana Gabaldon. Bon, là, je ne pense pas que ce sera trop distant. Donc, je compte aussi sur vous pour ne rien dire dans le chat, ni maintenant, ni après dans le live, pour ne pas spoiler les non-lecteurs. Donc, voilà, il nous reste plein de choses. Hâte de voir le prochain. Comme d'habitude, de toute façon, dès que c'est Outlander, moi, j'ai une avidité énorme. Je vous dis à tout de suite pour ceux qui restent avec moi pour le live. Et puis, sinon, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine.